Bonjour à tous. Donc nous allons parler d'amour. Pourquoi parler d'amour? D'abord parce que c'est le sujet du jour. All we need is love. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. On a besoin d'amour, mais on n'a pas besoin que d'amour. Spécialement pour manager. On va parler d'amour, on va parler aussi un petit peu de l'entrepreneuriat, puisque vous êtes entrepreneur, et le pire, c'est que vous, enfin le pire ou le mieux, c'est que vous aimez ça. Donc c'est aussi une histoire d'amour. Mais commençons par l'amour. C'est le sujet du jour, mais ce n'est pas seulement le sujet du jour. L'amour est le sujet le plus intéressant. Donc vous avez bien choisi aujourd'hui. C'est le sujet le plus intéressant presque toujours pour presque tout le monde. J'en veux pour preuve que si vous dînez un soir avec quelques amis, la conversation peut porter sur la crise au Moyen-Orient, sur la situation politique, sur les prochaines élections, sur le dernier film que vous avez vu, que sais-je, et tout ça peut être tout à fait intéressant. Mais si tout d'un coup l'un des convives se met à parler d'amour, presque inévitablement, l'intérêt des autres va en être très sensiblement augmenté. L'amour est le sujet le plus intéressant presque toujours pour presque tout le monde. J'ajouterai d'ailleurs qu'aucun autre sujet n'a d'intérêt qu'à proportion de l'amour que nous lui portons. Parce que si l'un d'entre vous dans la salle me disait « Non, pas du tout. Pour moi, le sujet qui m'intéresse le plus, ce n'est pas l'amour, c'est l'argent. » Je répondrais « Ça prouve que vous aimez l'argent. C'est encore un amour. » Celui qui nous dirait « Ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'argent, c'est mon métier. » Ça prouve que vous aimez votre métier. C'est un amour. Donc l'amour au sens ordinaire du terme, notamment l'amour-passion, j'y reviendrai, est le sujet le plus intéressant, mais aucun autre sujet n'a d'intérêt qu'à proportion de l'amour que nous lui portons. Mais c'est spécialement vrai pour un entrepreneur, parce que c'est quoi entreprendre? J'ai eu la curiosité de vérifier le sens du mot dans le petit Larousse. Il y a deux sens. Commencer quelque chose, se mettre à faire quelque chose. Un entrepreneur, c'est un homme d'action, il fait. Deuxième sens, créer une entreprise. C'est bien, c'est ce que vous faites aussi. Donc vous êtes vraiment au cœur de notre sujet, mais il se trouve que oui, entreprendre, c'est se mettre à faire quelque chose, mais pas tout seul. On n'est pas entrepreneur tout seul ou pas très longtemps, parce que vous êtes chef d'entreprise. Et donc entreprendre, dans ce deuxième sens du mot, créer une entreprise, c'est se mettre à faire quelque chose et continuer à faire quelque chose avec d'autres. Et c'est là, bien sûr, où tout se complique. Et ça me frappe beaucoup, moi qui fréquente pas mal, en tant qu'intervenant, le monde de l'entreprise. Le plus souvent, on m'invite à parler devant des managers, pas forcément des entrepreneurs, mais des managers. Or, historiquement, la plupart de nos managers sont d'anciens ingénieurs, d'anciens techniciens, d'anciens experts. Et comme ils étaient bons comme ingénieurs, comme techniciens, comme experts, on les bombarde managers, comme si c'était le même métier. Mais ce n'est pas du tout le même métier. Un ingénieur, un technicien, un expert, il travaille sur des objets, concrets ou abstraits, mais des objets. Un manager, il travaille sur des sujets, ou plutôt il travaille avec des sujets. C'est complètement différent. Et dès lors qu'on travaille avec de l'humain, la question de l'amour, évidemment, devient une question essentielle. Autrement dit, si vous n'aimez rien ni personne, changez de métier. Et spécialement, si vous n'aimez pas les gens. Il y a des tas on n'est pas obligé d'être entrepreneur. On n'est pas obligé d'être chef d'entreprise. Il y a des tas de beaux métiers où on n'a pas besoin d'aimer les gens. Mais quand on est chef d'entreprise, mieux vaut effectivement aimer les gens. Sauf que l'amour n'a jamais suffi à diriger une entreprise. L'amour n'a jamais suffi à manager. Autrement dit, la chanson des Beatles, elle est très jolie, très charmante, mais évidemment, c'est faux. L'amour ne suffit pas. Piaf dit la chose mieux. Édith Piaf. Sans amour, on n'est rien du tout. Ça, c'est vrai. Qu'on ait besoin d'amour, c'est vrai aussi. Mais que l'amour soit la seule chose dont on ait besoin, ça, c'est clairement faux. Et je disais ce matin, que je ne sais plus lequel d'entre vous, qu'il faudrait compléter cette jolie chanson des Beatles par une chanson non moins fameuse des Rolling Stones, « I can't get no satisfaction ». Je ne suis pas
satisfait. Les deux ne sont pas vrais. Les Beatles se pêchent par excès d'optimisme. Donc, à la lettre, c'est faux. On a besoin d'amour, mais pas seulement d'amour. Les Stones ont raison. I can get no satisfaction. Vos salariés ne sont pas satisfaits. Vos clients non plus, le plus souvent. C'est ça le problème. Alors, I can get no satisfaction, en sanskrit, ça se disait sarvam dukam. C'est la première vérité sainte du Bouddha. On traduit par toute vie et souffrance. C'est une version un peu simpliste. Non, la vraie traduction, au dire des experts, serait plutôt toute vie est insatisfaite. I can't get no satisfaction. Et donc, il faut comprendre ça aussi. Il faut comprendre que l'amour, c'est nécessaire. Sans amour, on n'est rien du tout. Piaf a raison. Mais que l'amour, ça ne suffit pas à être satisfait. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous ne sommes pas satisfaits. Alors, l'amour, mais quel amour? Puisque vous travaillez avec de l'humain, on va faire un petit peu d'anthropologie fondamentale. Anthropos, en grec, c'est l'être humain, hommes et femmes confondus. Anthropologie fondamentale, et donc la question, c'est qu'est-ce qu'un être humain? Quel est votre objet de travail, qui est un sujet, précisément? Et ma réponse est celle de Spinoza, le désir est l'essence même de l'homme, de la femme, de l'être humain. Le désir est l'essence même de l'homme. D'ailleurs, Aristote avait dit la même chose 20 siècles plus tôt. Le désir est l'unique force motrice. Il y a quelque chose que vous devez comprendre philosophiquement pour bien faire votre métier, c'est ça. Le désir est l'unique force motrice. Qu'est-ce qui fait courir vos salariés? Le désir. Qu'est-ce qui fait courir vos clients? Le désir. Qu'est-ce qui fait courir vous-même? Le désir. Le désir est l'essence même de l'homme. Ça veut dire que la question majeure pour vous tous, la question des questions, c'est évidemment qu'est-ce que le désir? Vous allez voir que ça nous mène directement à la question qu'est-ce que l'amour? Ou plutôt que ça en vient. Qu'est-ce que le désir? Et ce qui me tue, c'est que vous avez dû faire d'excellentes études, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous, et je soupçonne pourtant qu'on ne vous a jamais expliqué clairement ce que c'était que le désir. Vous avez fait d'excellentes études qui sont malencontreusement passées à côté de l'essentiel. Si bien qu'il me reste exactement 40 minutes pour essayer de compenser une éducation ratée. 40 minutes, c'est quand même très court, donc je ne vais pas faire un cours sur toutes les théories philosophiques du désir, il faudrait des semaines. Je ne vais en retenir que deux. Les deux plus importantes, à mon sens, les deux plus éclairantes. Celle de Platon, par laquelle je vais commencer, et ensuite celle de Spinoza, par laquelle je vais poursuivre. Attention, les deux sont vrais. J'ai peu de temps, je ne vais pas commencer à faire un cours sur les théories que je crois fausses. Les deux sont vraies, et pourtant vous allez voir qu'elles s'opposent frontalement. C'est pourquoi notre vie en général et votre métier en particulier sont tellement compliqués. Je commence par la théorie de Platon. Alors, à la question « Qu'est-ce que le désir ?», Platon répond dans un petit livre célébrissime qui s'appelle « Le banquet ». Le banquet, ça tombe bien, c'est un livre qui porte sur l'amour. La question centrale dans le banquet de Platon, c'est « Qu'est-ce que l'amour ?» Et à cette question centrale « Qu'est-ce que l'amour ?», Platon répond par une double équation. Platon répond en effet, l'amour est désir et le désir est manque. L'amour est désir et le désir est manque. Et Platon enfonce le clou en écrivant ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. J'ajouterai simplement, et voilà pourquoi, comme dit le poète Louis Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Pas de panique pour les jeunes mariés s'il y en a dans la salle. Spinoza va venir sauver votre couple, pas plus tard que dans 10 minutes. Enfin, si c'est encore possible, je ne peux pas non plus faire des miracles, moi. Mais si c'est possible, on va entreprendre avec Spinoza de sauver votre couple dans les 10 minutes qui suivent. Mais avant d'entreprendre avec Spinoza de sauver votre couple, prenons le temps avec Platon de comprendre qu'il y a bien en effet quelque chose à sauver. Autrement dit, qu'il y a bien, comme on dit, un problème quelque part.
ce que tous ceux qui sont mariés depuis quelques années ont compris depuis longtemps. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si l'amour est désir et si le désir est manque, je n'aime et ne désire par définition que ce qui me manque, donc je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas. Or, c'est quoi être heureux? C'est quoi le bonheur? Platon répond, on pourrait tous dire la même chose. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Pas forcément tout ce qu'on désire, parce qu'on sait bien qu'à ce compte-là, on ne serait jamais satisfait. I can't get no satisfaction. Mais enfin, être heureux, c'est avoir une bonne partie, peut-être la plus grosse part de ce qu'on désire. C'est ça, le bonheur. Très bien. Mais si le désir est manque, tu ne désires par définition que ce que tu n'as pas. Et si tu ne désires que ce que tu n'as pas, par définition, tu n'as jamais ce que tu désires. Et donc, tu n'es jamais heureux, puisque être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Non pas, bien sûr, qu'aucun de nos désirs ne soit jamais satisfait. La vie, heureusement, n'est pas difficile à ce point. Mais dès qu'un de nos désirs est satisfait, il n'y a plus de manque, puisqu'il est satisfait. Oui, mais si le désir est manque, s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. Vous n'avez donc pas ce que vous désirez, il n'y a plus de désir. Vous avez ce que vous désiriez avant du temps où vous ne l'aviez pas. Oui, mais la chère d'ami, je suis désolé. Être heureux, ce n'est pas avoir ce qu'on désirait. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Et vous, ce que vous avez, ce n'est pas ce que vous désirez, c'est ce que vous désiriez avant du temps où vous ne l'aviez pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Pardon pour ceux ici qui sont pleinement heureux, ce n'est pas à moi qui le donne tort, c'est à Platon. Mais comme il donne par la même raison à Spinoza, je l'en félicite par avance. Je leur demande simplement 5 minutes de patience, le temps que j'explique aux autres, bien sûr, pourquoi les autres, eux, ne sont pas heureux. Oui, en gros, mon idée, c'est qu'on est une grosse majorité dans cette salle à être tantôt chez Platon, tantôt chez Spinoza, tantôt heureux, tantôt pas heureux. Peut-être plus souvent d'ailleurs dans l'entre-deux, qui les sépare ou qui les unit. Mais que justement, pour comprendre le fonctionnement de cet entre-deux, il importe de comprendre d'abord la logique de chacun des deux pôles qui en structurent l'espace. Eh bien voilà, le pôle Platon, c'est le pôle du manque. Tant que je n'aime et ne désire que ce qui me manque, je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas, je n'ai donc jamais ce que j'aime et désire, je ne suis donc jamais heureux. 2 exemples pour rendre ça plus concret. Je commence par un exemple qui vous concerne, le travail. Souvenez-vous de ce salarié que vous avez embauché il y a 6 mois. Pas pour ceux qui étaient en position d'embaucher il y a 6 mois. Pour les autres, c'est une expérience de pensée. Souvenez-vous de ce salarié que vous avez embauché il y a 6 mois. Vous vous souvenez, celui qui sortait de 18 mois de chômage. 18 mois de galère. Ça faisait 18 mois qu'il se disait tous les soirs, tous les matins, qu'est-ce que je serais heureux si je retrouvais un boulot. Et puis il y a 6 mois, vous l'avez embauché. Emploi à plein temps, contrat à durée indéterminée, le bonheur. Enfin, le bonheur. Le problème, c'est que depuis que vous l'avez embauché, évidemment, le travail ne lui manque plus. Ah non, il en a du travail. Il en a même beaucoup, à la vérité. Il en a plein les bras du boulot. Et puis très vite, il en a plein le dos. Parce que si le désir est manque, dès lors que le travail ne lui manque plus, il ne désire plus travailler. Lui, ce qu'il désire, comme tout le monde, c'est les week-ends, les vacances, la retraite. Bref, ce que Platon nous aide à comprendre et qui en dit long sur la difficulté de votre métier de manager, ce que Platon nous aide à comprendre, c'est que le travail ne peut faire le bonheur que d'un chômeur. Oui, mais il ne fait pas son bonheur, il n'a pas de travail. Le travail lui manque et il souffre de ce manque. Et le travail ne fait pas le bonheur de vos collaborateurs puisqu'ils ont du travail. Qu'en conséquence, celui-ci ne leur manque plus, ce qui les rend capables de le désirer ou de l'aimer. Bref, comme aurait pu dire Louis Aragon, il n'y a pas de travail heureux. Là, Virginie se dit vivement Spinoza parce qu'on est mal. Pas de panique Spinoza, pas de panique Virginie, pardon. Spinoza va venir sauver non seulement votre couple, si couple il y a, mais votre métier. On ne peut pas faire mieux quand même. Mais là encore, avant d'entreprendre avec Spinoza de sauver votre métier d'entrepreneur et spécialement de manager, prenons le temps de comprendre qu'ici aussi, il y a bien un problème quelque part. Il y en a quelques-uns parmi vous qui n'avaient jamais réalisé jusqu'ici qu'il est plus facile d'avoir envie de bosser quand on est chômeur que lorsqu'on est salarié,
Mais il y a quelque chose d'essentiel et au salariat et donc au management qui leur avait jusqu'ici échappé. Deuxième exemple, l'amour, bien sûr, au sens ordinaire du terme. Un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, si vous préférez, bref, un couple. Parce qu'au fond, tomber amoureux, comme on dit, qu'est-ce que ça signifie en langage platonicien? En langage platonicien, tomber amoureux, ça signifie que vous découvrez tout d'un coup que quelqu'un vous manque terriblement. Jusque-là, vous étiez bien, pépère, peinard, et puis un beau soir, chez des amis communs, patatras, coup de foudre ravageur, vous rencontrez la femme ou l'homme qui vous manque terriblement, vous ne supportez plus de vivre sans elle ou sans lui. Vous êtes tombé amoureux. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt marrant. Enfin, c'est déjà compliqué, à la vérité, mais la vie devient plus intense, plus poétique, avec un côté champagne. Si vous êtes marié, c'est une espèce de catastrophe et une source d'emmerdement à peu près indéfinie. Alors, on va imaginer, pour la simplicité de mon modèle, que vous êtes célibataire, mais je ne peux pas vous garantir que ça ne tombe que sur des célibataires. Donc, vous êtes célibataire, par hypothèse, et un beau soir, chez des amis communs, vous rencontrez la femme ou l'homme, je veux dire la personne, pour ne pas hésiter toujours entre le masculin et le féminin, vous rencontrez la personne qui vous manque terriblement, vous ne supportez plus de vivre sans elle, vous êtes tombé amoureux. Vous entreprenez donc de séduire cette personne. Et là, de deux choses l'une, ou bien vous y arrivez, ou bien vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, le manque se transforme en souffrance. Vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas, c'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour. Mais si vous arrivez à séduire cette personne, elle vous aime aussi, vous installez ensemble. Éventuellement, vous vous mariez, vous faites des enfants. Et là, forcément, à force d'être là tous les soirs, tous les matins, à force de partager votre vie et votre lit, inévitablement, cette personne va vous manquer de moins en moins. C'est pas qu'elle n'est pas bien, c'est qu'elle est là, simplement. C'est qu'à la lettre, elle ne manque plus. Le problème, c'est que si le désir manque, dès lors qu'elle vous manque de moins en moins, vous la désirez de moins en moins. C'est même étonnant quand on y pense, comme 6 mois plus tôt, ou 6 ans pour certains, chacun son rythme, vous la désiriez plus que toutes les autres. Et puis 6 mois ou 6 ans plus tard, la première jeune fille un peu jolie et court-vêtue qui passe devant vous dans la rue, messieurs, le premier homme un peu séduisant et mystérieux dont vous croisez le regard, mesdames, tout d'un coup vous paraît tellement plus désirable. Le problème, c'est que si l'amour est désir, ça veut dire aussi que vous l'aimez de moins en moins. Et vous êtes mariés depuis 6 mois ou 6 ans, selon les cas, et un beau soir ou un triste matin, vous demandez, mais au fond, est-ce que je suis toujours amoureux d'elle? Est-ce que je suis toujours amoureuse de lui? La réponse est non, bien sûr. Pas un rire. Détendez-vous, c'est pas si grave. Je suis passé par là, moi aussi, c'est normal. C'est ce qu'on appelle la vraie vie. Enfin, la réponse est non. Clairement, vous n'êtes plus amoureux au vrai sens du mot. On ne va pas jouer sur les mots, mais au vrai sens du mot, au sens qu'avait le mot amoureux, quand vous disiez 6 mois ou 6 ans plus tôt à votre meilleur copain ou copine, je suis tombé amoureux. Ce n'est plus vrai. Vous n'êtes plus amoureux, vous n'êtes plus dans le manque, vous n'êtes plus chez Platon. Et là, vous n'avez plus philosophiquement qu'un seul choix. Soit vous allez tomber de Platon en Schopenhauer, et ça fait mal, soit vous allez monter de Platon en Spinoza. Alors, tomber de Platon en Schopenhauer, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Schopenhauer, philosophe allemand du XIXe siècle, donc là, je fais un bond considérable dans l'histoire de la philosophie, mais qui n'est pas un bond sans cohérence, parce que Schopenhauer s'est toujours réclamé de Platon, c'est toujours inscrit dans la longue lignée des penseurs platoniciens. Pour ceux qui n'ont pas lu Schopenhauer, on peut dire aussi bien que tomber de Platon en Schopenhauer, ça veut dire exactement tomber d'Aragon en Michel Houellebecq. C'est pareil, sauf que ça fait encore plus mal, mais c'est pareil parce que Schopenhauer est le maître à penser du romancier contemporain glauque mais talentueux qu'est par ailleurs Michel Houellebecq.
Qu'est-ce que ça veut dire que tomber d'Aragon, Michel Houellebecq, ou de Platon en Schopenhauer? Ça veut dire que Schopenhauer résume tout ça en une phrase, que j'utilise souvent, certains me l'ont cité parce qu'ils l'ont vu sur Internet, pardon pour ceux pour qui ça fait répétition, mais donc tu n'as pas passé tellement de temps sur Internet. Bon, c'est ce que Schopenhauer résume en une seule phrase, dont je dis toujours que c'est la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie. Comme ça, là, on aura touché le fond, on ne pourra plus que remonter. Alors, quand je désire ce que je n'ai pas, le manque, c'est ce que Schopenhauer appelle, comme tout le monde, la souffrance. J'ai faim, il n'y a pas à manger, souffrance. J'ai soif, il n'y a pas à boire, souffrance. Je l'aime, elle ne m'aime pas, souffrance. Mais quand j'ai, ce qui dès lors ne me manque plus puisque je l'ai. Donc je ne désire plus puisque le désir est manque. Donc je n'aime plus puisque l'amour est désir. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de manque, mais je ne peux pas être heureux. Je ne peux pas avoir ce que je désire, il n'y a plus de désir. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur, c'est ce que Schopenhauer appelle simplement et fortement l'ennui. L'ennui. Je vois que ça parle à certaines. C'est quoi l'ennui? Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le malheur. L'ennui, c'est l'absence du bonheur au lieu même de sa présence attendue. Vous voyez, j'avais rendez-vous avec le bonheur. Je me disais, qu'est-ce que je serais heureux si? Qu'est-ce que je serais heureux quand? Le si se réalise, le quand c'est aujourd'hui. Je ne suis pas heureux pour autant. J'avais rendez-vous avec le bonheur, je suis au rendez-vous. Le bonheur n'y est pas. Le bonheur m'a posé un lapin. Ce n'est pas que je sois malheureux, je ne suis ni heureux ni malheureux, simplement, je m'emmerde. Bien, la phrase la plus triste, selon moi, de toute l'histoire de la philosophie, écrite donc par Schopenhauer, est la phrase suivante. Schopenhauer écrit « Ainsi, toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Vous avez prévenu que ce n'était pas gai. Hein? Ainsi, toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrance parce que je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque. Ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire plus. Souffrance du chômeur, ennui du salarié. Souffrance du chagrin d'amour, ennui du couple. Ça encore, ça vous amuse moins, hein, mais oui, je suis désolé, il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. Rassurez-vous, il n'y a pas que chez vous qu'on s'ennuie des fois. C'est normal, là encore, c'est la vraie vie. Les romans, les couples où l'on ne s'ennuie jamais, ça n'existe que dans les mauvais romans d'amour. Mais vraiment les très très mauvais, la collection Harlequin. De même que les métiers où l'on ne s'ennuie jamais, ça n'existe que dans les mauvais livres de management. C'est-à-dire en gros dans les livres de management. Le philosophe Alain avait dit plus lucidement la chose dans les années 30. Alain écrivait « Le seul métier où l'on ne s'ennuie jamais, c'est celui qu'on ne fait pas. » Mais oui, bien sûr. Moi, si quelqu'un me dit « Je ne m'ennuie jamais au boulot », ma première action, c'est pas de lui dire « Tiens, il doit être entrepreneur. » Non, ma première action, c'est de me dire « Encore un menteur » ou bien un inactif. De même, si quelqu'un me dit « Je ne m'ennuie jamais dans mon couple », ma première action, c'est de me dire « Encore un menteur » ou bien un célibataire. Il n'y a pas de métier où l'on ne s'ennuie jamais, il n'y a pas de couple où l'on ne s'ennuie jamais. Mais fort heureusement, il y a beaucoup de couples et de métiers où l'on s'ennuie rarement. Où l'ennui n'est pas la règle, mais l'exception, bien sûr. Un couple heureux, ce n'est pas un couple où l'on ne s'ennuie jamais, arrêtez de rêver. Mais un couple heureux, c'est par exemple un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux que tout seul. C'est déjà pas mal, et les célibataires en savent quelque chose. Et un couple vraiment très heureux, c'est un couple où l'on s'ennuie beaucoup moins à deux qu'avec tous les autres. Alors là, croyez-moi, ça devient franchement délicieux. Bref, il y a une chose que Platon et Schopenhauer n'expliquent pas, peut-être une seule, ou plusieurs, mais qui reviennent au même. Ce que Platon et Schopenhauer n'expliquent pas, c'est ce fait incontestable qu'il existe parfois des couples heureux. Ça m'est une raison forte d'aimer les couples quand ils sont heureux et de n'être pas platonicien. Ce qui leur donne tort à tous les deux, c'est cet autre fait tout aussi incontestable qu'il existe parfois des travailleurs heureux. Ça m'est une raison forte d'aimer le travail quand il est heureux et de n'être pas platonicien. Et comme ça, Platon est incapable de l'expliquer, j'ai besoin d'une deuxième théorie du désir. C'est plus celle de Platon, c'est celle de Spinoza.
Alors Spinoza serait d'accord avec Platon pour dire que l'amour est désir, ça oui, mais certainement pas pour dire que le désir est manque. Parce que pour Spinoza, l'amour est désir, oui, mais le désir n'est pas manque, le désir est puissance, puissance de jouir, jouissance en puissance. Attention, je n'ai pas dit pouvoir au sens politique ou managérial du terme, non, puissance. Puissance de jouir, jouissance en puissance, autrement dit puissante exactement au sens où on parle très communément de la puissance sexuelle. On en parle surtout pour les hommes, on peut en parler exactement au même sens pour les femmes. C'est quoi la puissance sexuelle? C'est la puissance de jouir. Bref, ce qui rend la jouissance possible, la jouissance en puissance. Parce qu'enfin, si Platon avait toujours raison, si nous ne savions aimer et désirer que ce qui nous manque, reconnaissons que notre vie sexuelle serait encore plus difficile et compliquée qu'elle ne l'est. Spécialement la nôtre, messieurs. Parce qu'enfin, il faut bien que nous soyons, dans certains cas, en situation de désirer celle exactement qui ne manque pas, puisqu'elle est là, puisqu'elle se donne, puisqu'elle s'abandonne. Vous savez, il y a un genre d'homme qui est vraiment platonicien, ou chez Platon, enfermé chez Platon. C'est ce genre d'homme qui n'a envie de faire l'amour que lorsqu'il est tout seul. Alors là, il n'y a pas de problème. Il a des tas de désirs, de fantasmes, d'érections. Sauf que dès qu'une femme est là et se donne, il n'y a plus personne, comme on dit. C'est ce qu'on appelle un impuissant ou un moment d'impuissance. Ce qui dit assez par différence quelle est la vérité du désir sexuel, qui n'est pas le manque, comme le veut Platon, mais bien la puissance, comme le veut Spinoza. Ou plutôt les deux ont raison, sinon je n'en parlerai pas, mais ils ne parlent pas de la même chose. Parce que le manque sexuel, c'est ce qu'on appelle la frustration. Et chacun sait, surtout les femmes, que les hommes frustrés font rarement les meilleurs amants. Il ne suffit pas d'être en manque pour pouvoir aimer à la fois puissamment et doucement. Mais bon, il n'y a pas que le sexe dans la vie. L'erreur de Platon, c'est aussi bien de confondre le manque de nourriture, ce qu'on appelle la faim, F-A-I-M, avec la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas. On n'appelle pas la faim, en bon français, qu'on appelle l'appétit. Appetitus, en latin, c'est un grand concept de Spinoza. Spinoza a écrit ses livres en latin, mais qu'on peut prendre ici au sens le plus ordinaire du terme. Lorsque vous invitez quelques amis à dîner chez vous un soir, vous ne leur dites pas au début du repas « je vous souhaite une bonne faim ». Je vous souhaite de bien manquer de nourriture. D'ailleurs, n'ayez pas peur, il n'y a rien à manger. Bienvenue chez Platon. Non, vous leur dites exactement le contraire. Ne t'inquiète pas, j'ai prévu large, la nourriture ne manque pas. Je te souhaite d'avoir la puissance de jouir de la nourriture qui ne manque pas. Bon appétit. Bienvenue chez Spinoza. La faim est une souffrance. La frustration sexuelle est une souffrance. La faim, on peut en mourir, on en meurt tous les jours dans le monde. L'appétit, ce n'est pas une souffrance, c'est une puissance. Puissance de jouir, jouissance en puissance. Et l'amour, alors, si le désir est puissance, pour Spinoza, l'amour est joie. En vérité, la même idée se trouvait déjà chez Aristote, le disciple hétérodoxe de Platon. Aristote écrivait joliment « Aimer, c'est se réjouir. Aimer, c'est se réjouir. » Et là, vous comprenez que tout s'inverse. Parce qu'autant, si vous donnez raison à Platon dans vos histoires d'amour, si vous ne savez aimer ou désirer que ce qui vous manque, inévitablement, vous donnez raison aussi à Louis Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Alors qu'à l'inverse, si c'est à Aristote ou Spinoza que vous donnez raison dans vos histoires d'amour, si aimer pour vous, c'est vous réjouir, alors clairement, Aragon a tort. Il n'y a pas d'amour malheureux. Et comme ils ont raison tous les deux, il y a des amours malheureux à chaque fois qu'on aime ceux qui manquent, et des amours heureux à chaque fois qu'on se réjouit de ce qui ne manque pas. Et Spinoza dit en substance la même chose qu'Aristote, dans une formule un peu plus compliquée. Spinoza, donc au XVIIe siècle, en Hollande, écrit « L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. » L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Autrement dit, aimer, c'est se réjouir de. C'est ce petit « de » finalement que Spinoza ajoute à la pensée d'Aristote. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un vous dit un jour « Je suis joyeux à l'idée que tu existes », ou bien « Il y a une joie en moi », eh bien tu vois, la cause de ma joie, c'est l'idée que tu existes. Ou plus simplement, à chaque fois que je pense à toi, cela me rend joyeux. Vous prendrez ça pour une déclaration d'amour, vous aurez évidemment raison, ça donne raison à Spinoza. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure.
Vous aurez raison, mais vous aurez aussi beaucoup de chance. D'abord parce que c'est une déclaration spinoziste d'amour, ça n'arrive pas tous les jours. Beaucoup de gens sont morts sans avoir entendu ça une seule fois dans leur vie. Donc si ça vous arrive cet après-midi, dites merci aux organisateurs de m'avoir invité. Mais vous aurez surtout beaucoup de chance parce que c'est le cas très rare, d'une déclaration d'amour qui ne vous demande rien. Et ça, croyez-moi, c'est proprement exceptionnel. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur cette exception de l'amour, mais juste 2 dernières remarques avant de dire un mot sur le management. Qu'est-ce que c'est qu'un couple malheureux? C'est un couple qui est tombé de Platon en Schopenhauer, d'Aragon en Michel Houellebecq. Quand il n'y a plus de manque, il ne reste que l'ennui. Qu'est-ce que c'est qu'un couple heureux? C'est un couple qui est monté de Platon en Aristote, de Platon en Spinoza. Quand il n'y a plus de manque, il reste la joie. Par exemple, peut-être avez-vous dit, messieurs, que ça se passe ordinairement dans ce sens-là, le 14 février dernier, lors de la dernière Saint-Valentin, il y a 6 semaines en gros, peut-être avez-vous dit à votre compagne, « Ma chérie, ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 15 ans, je suis aussi amoureux de toi qu'au premier jour. » C'était gentil. Non, c'est vrai, c'est bien d'avoir pensé à la Saint-Valentin. C'était gentil de lui dire ça plutôt qu'une vacherie. Le seul problème, bien sûr, c'est que c'était faux. Vous n'espérez pas qu'elle vous a cru, quand même. Elle a bien vu la différence, elle. C'était exactement un gentil mensonge. Mais dans un couple, un mensonge, même gentil, c'est toujours un peu inquiétant. Surtout dans la bouche d'un homme. Parce qu'elle est savoir où s'arrête la gentillesse et où commence la lâcheté. Chez la plupart des hommes, gentillesse et lâcheté sont tellement proches qu'elles sont en vérité à peu près indiscernables. Bref, messieurs, il faut bien que quelqu'un leur dise la vérité au moins une fois. Bref, messieurs, faites-moi plaisir, ou plutôt non, faites-lui plaisir. Lors de la prochaine Saint-Valentin, vous avez 10 mois pour rendre le propos crédible. Lors de la prochaine Saint-Valentin, dites plutôt à votre compagne, « Ma chérie, ça fait 16 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 16 ans, la principale cause de joie dans ma vie, c'est que tu existes et que tu es ma femme. » Parce que là, vous lui faites une déclaration d'amour au moins possiblement vraie. Et autrement émouvante entre nous soit dit, que faire semblant absurdement de manquer, de celle qui d'évidence ne vous manque pas, puisqu'elle vous fait depuis 15 ou 16 ans ce cadeau bouleversant de partager votre vie et votre lit. Puis-je vous dire, manquer, c'est à la portée de n'importe qui. N'importe quel beauf est capable d'être en manque. Et comme en tout homme, il y a un beauf qui sommeille, c'est pas dur, mesdames, vous partez 8 jours. 15 jours s'il est un peu vieux, mais en général 8 jours, ça suffit, il sera en manque. Ça ratera en manque. Ou alors c'est qu'il a une maîtresse, c'est une autre histoire. N'importe quel gamin de 16 ans peut tomber amoureux, y compris d'une vedette de la chanson qu'il n'a jamais rencontrée. Mais oui, aimer ce qui manque, c'est facile. Se réjouir de ce qui est, c'est autrement difficile, autrement important, autrement émouvant. Quel rapport avec le management? Qu'est-ce qui fait courir vos collaborateurs? Le désir, puisque le désir est l'unique force motrice. Oui, mais est-ce que vos collaborateurs courent après quelque chose qui leur manque? Auquel cas, ils courent chez Platon. Ce qui laisse entendre que vous avez un management de style essentiellement platonicien. Ou bien que vos collaborateurs courent parce qu'ils ont plaisir à développer leur puissance de courir, comme dirait Spinoza. Et qu'ils courent parce que la course les met en joie. Est-ce qu'ils courent parce qu'ils aiment la course à pied? Auquel cas, vos collaborateurs courent chez Spinoza, ce qui laisse entendre que vous avez un management de style au moins en partie spinoziste. Je dis de style au moins en partie spinoziste parce que je ne suis pas fou, Platon a toujours raison. Ça veut dire que chaque matin des jours ouvrables, tous vos collaborateurs, sans exception, viennent chez Platon courir après quelque chose qui leur manque. Quoi? L'argent, bien sûr, c'est quand même d'abord pour ça qu'ils viennent bosser tous les matins. C'est ce qu'on appelle le salariat, courir après l'argent qui manque. Sauf qu'une partie de vos collaborateurs qui viennent tous les matins chez Platon courir après l'argent qui manque, ils vont passer la journée chez Schopenhauer. Ils viennent bosser parce qu'ils manquent d'argent, comme tout le monde, mais ils s'ennuient ou ils souffrent au boulot. Ils sont tombés
de Platon en Schopenhauer. Alors qu'une autre partie de vos collaborateurs, qui eux aussi viennent chez Platon courir après l'argent qui manque, oui, mais eux, ils vont passer la journée chez Spinoza. Ils viennent bosser parce qu'il manque d'argent, comme tout le monde, mais bien loin de s'ennuyer ou de souffrir au boulot, ils se réjouissent de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Ils font à la lettre un travail qu'ils aiment, et c'est pour ça qu'ils sont heureux au boulot. Et c'est pour ça qu'ils y restent. Parce que, comme me l'a dit un jour un chef d'entreprise, l'argent, ça n'a jamais motivé personne. L'argent, ça rend motivable. Ah oui, si vous ne les payez pas, ils ne sont pas motivés, mais l'action ne se posera plus. Mais celui qui ne beurre l'argent, en tout cas le fixe, le salaire, celui qui ne travaille que pour le salaire, il n'a par définition aucune raison d'en faire ne serait-ce qu'un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Et puis surtout, comme me l'a dit un autre chef d'entreprise, oui, mes salariés travaillent pour le salaire, mais le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe. C'est le marché du travail. Et oui, il y a un marché du travail. Aucun d'entre vous ne peut payer ses collaborateurs sur la durée 20 ou 30% de plus que la concurrence. Donc, me disait cet entrepreneur, oui, mes salariés travaillent pour le salaire, mais le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. Si bien que ma valeur ajoutée de manager, me disait-il, et j'aime beaucoup cette notion de valeur ajoutée de manager, si bien que ma valeur ajoutée de manager, elle n'est pas dans le salaire. Elle est dans les autres raisons que le salaire, que mes salariés ont de venir travailler chez moi, et surtout de rester à travailler chez moi. Et il concluait en me disant, écoutez, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, la seule réponse que je trouve, c'est que s'ils viennent travailler chez moi, s'ils restent à travailler chez moi, c'est qu'ils y trouvent un certain plaisir, un certain bonheur. Il me semble qu'il avait évidemment raison. La seule façon, parce que quel est le cœur de votre métier, sinon d'entrepreneur, en tout cas pour ce qui est de l'aspect manager. Un manager, c'est quelqu'un dont le travail, c'est de faire travailler les autres. Le cœur de votre métier de manager, c'est attirer, recruter, fidéliser, motiver les meilleurs. Et vous n'y parviendrez que s'ils ont le sentiment qu'ils sont plus heureux en travaillant chez vous qu'ils ne le seraient en travaillant ailleurs, où ils auraient par hypothèse le même salaire. Et donc, s'il n'y a que le salaire, vous n'allez garder que ceux qui restent parce qu'ils ont peur du chômage. Ce n'est pas vraiment les meilleurs. Les meilleurs, ils ont le choix. Ils trouveraient ailleurs, précisément. Pourquoi ils vont rester chez vous? Parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont plus heureux. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus heureux? Parce qu'ils ont le sentiment de faire quelque chose qu'ils aiment, quelque chose qui leur plaît. Alors, inégalement, il y a des métiers plus ou moins faciles à aimer. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez attirer, recruter, fidéliser, motiver les meilleurs, il va falloir trouver autre chose que l'argent qui manque, alors pas à la place, mais en plus. Il va falloir trouver autre chose que l'argent qui manque, trouver quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit, qui permet à vos collaborateurs d'aimer le métier qu'ils font. Aimer au sens pinodite, c'est-à-dire se réjouir de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Trouver autre chose que l'argent qui manque, trouver quelque chose qui ne manque pas, qui permet à vos collaborateurs de se réjouir de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Ça peut être quoi, cette autre chose que l'argent qui manque? Ça peut être, par exemple, de meilleures conditions de travail. Et oui, il y a des entreprises où le même métier est plus facile à aimer que le même métier dans une autre entreprise, simplement parce que les conditions de travail y sont meilleures. Et donc, améliorer les conditions de travail, c'est déjà un formidable outil de management. Trouver quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit, ça peut être une meilleure ambiance, davantage de convivialité. Vous savez, il y a des boîtes où on part bosser le matin, la gorge un peu nouée d'angoisse, parce qu'on sait que l'ambiance va peser une tonne, que tout le monde fait la gueule à tout le monde, qu'il y a de vieilles haines rancies dans les bureaux ou les ateliers. Alors qu'à l'inverse, il y a d'autres boîtes où on part bosser le cœur léger le matin, parce qu'on sait que l'ambiance sera légère, chaleureuse, détendue, qu'à la limite, on va retrouver une bande de copains. Ce n'est pas du tout la même chose. Autre chose que l'argent qui manque, en tout cas autre chose que le salariat, ça peut être la participation à la richesse créée par l'entreprise, évidemment. Autre chose que l'argent qui manque, ça peut être davantage de respect, davantage de reconnaissance, notamment de la part du manager. Autre chose que l'argent qui manque, ça peut être le sentiment d'une plus grande utilité sociale. Fabriquer des cigarettes ou fabriquer des médicaments, ce n'est pas la même utilité sociale. Fabriquer du Mediator ou fabriquer un bon médicament, ce n'est pas la même utilité sociale. Autre chose que l'argent qui manque, ça peut être le sentiment de progresser soi-même davantage, de s'épanouir soi-même davantage. Vous savez, il y a des boîtes ou des boulots, on y bosse pendant 15 ans,
Au bout de 15 ans, on se retourne, rien n'a changé, on n'a rien appris. Simplement, on est 15 ans plus vieux et donc davantage fatigué. Alors qu'il y a d'autres boîtes ou d'autres boulots, on y bosse pendant 15 ans. Sauf qu'au bout de 15 ans, on se retourne et on se dit « mais c'est dingue ce que j'ai changé, ce que j'ai appris, ce que j'ai progressé ». Ce n'est pas du tout la même chose. Autre chose que l'argent qui manque, ça peut être le sentiment de travailler en harmonie avec ses valeurs morales personnelles. On va avoir besoin de les mettre dans sa poche avec un mouchoir dessus pendant 35 heures ou un peu plus par semaine. Spécialement les valeurs dites environnementales auxquelles nos jeunes gens, à très juste titre, sont tellement attachés. Autre chose que l'argent qui manque, ça peut être le sentiment de faire partie d'une équipe, d'une communauté, d'être relié à d'autres, parce qu'en effet, le travail crée du lien. Et nous sommes des êtres de relation, nous avons tous besoin d'être reliés à d'autres, etc., etc., etc. Si vous voulez, et c'est l'intérêt majeur de votre entreprise, attirer, recruter, fidéliser, motiver les meilleurs de vos collaborateurs, ne comptez pas sur le salaire pour y suffire. Demandez-vous ce qu'ils pourraient faire, qu'ils puissent, eux, se réjouir de faire ce métier-là dans cette entreprise-là avec ces gens-là. Qu'est-ce que c'est qu'un salarié malheureux? C'est un salarié qui est tombé de Platon en Schopenhauer. Quand il n'y a plus de manque, il ne reste que l'ennui ou la souffrance. Qu'est-ce que c'est qu'un salarié heureux? C'est un salarié qui monte, tous les jours dans le meilleur des cas, toute la journée, ne rêvez pas trop, mais qui monte le plus souvent de Platon en Spinoza. Il vient bosser lui aussi parce qu'il manque d'argent, mais bien loin de souffrir ou de s'ennuyer au boulot, il se réjouit de faire ce métier-là dans cette entreprise-là avec ces gens-là. C'est ça votre fonction de manager. C'est à la fois l'intérêt objectif de votre entreprise, tout dépend de votre capacité à garder les meilleurs collaborateurs. C'est aussi, j'ai envie de dire, ce qu'il y a d'humainement de plus intéressant dans votre métier. Un dernier mot, ce n'est pas parce que vous aimez beaucoup vos collaborateurs que vous êtes un bon manager. Ce n'est pas parce que vos collaborateurs vous aiment beaucoup que vous êtes un bon manager. Alors bien sûr, si vous détestez tous, il y a un gros problème de management. Si vous n'aimez personne, encore une fois, changez de métier. Mais le bon manager, ce n'est pas celui qui aime ses collaborateurs ou celui qui est aimé d'eux, c'est celui dont les collaborateurs aiment le travail qu'ils font. Celui dont les collaborateurs se réjouissent de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. C'est comme en pédagogie. Le bon prof de philo, ce n'est pas celui qui adore les adolescents ou qui est adoré d'eux. D'ailleurs, c'est suspect d'aimer à ce point les adolescents. Non, le bon prof de philo, c'est celui dont les élèves aiment la philosophie. Le bon prof de maths, c'est celui dont les élèves aiment les mathématiques. Bref, et je terminerai là-dessus, méfiez-vous comme de la peste de ce que j'appelle le narcissisme managérial. J'ai forgé cette notion à partir de mon expérience de prof, qui a découvert très tôt, y compris chez moi-même, le narcissisme pédagogique. C'est quoi le narcissisme pédagogique? C'est le talent qui met son éventuel talent, c'est le professeur, l'enseignant, qui met son éventuel talent pédagogique, son éventuel charisme, au service de son ego. Vous êtes de la classe, les gamins sont éblouis, vous êtes contents comme tout. C'est absurde. L'État t'a pas payé pour être aimé par une trentaine d'adolescents. L'État te paye pour qu'ils aiment la philosophie, pour qu'ils aiment les mathématiques, pour qu'ils aiment l'histoire, tout ce que vous voulez. Et donc, un prof qui se contente de satisfaire son ego, même s'il a du succès, c'est un mauvais prof. Eh bien, méfiez-vous de la même façon de ce qu'on appelle le narcissisme managérial. Ça serait un manager qui met son éventuel talent managérial, son éventuel charisme au service de son ego. Demandez-vous de rêver un peu moins d'être aimé par tout le monde et demandez-vous davantage comment faire pour que vos collaborateurs aiment leur métier au sens spinoziste que j'évoquais, c'est-à-dire faire en sorte que vos collaborateurs se réjouissent de faire ce métier-là dans cette entreprise-là avec ces gens-là. Je vous remercie pour votre attention. Je crois que vous avez découvert ou redécouvert le prof de philo qu'on aurait tous aimé avoir, certainement, et qu'on aurait aimé pour ce qu'il nous aurait appris énormément. Merci, cher André. Merci, évidemment, d'avoir mis le bazar dans tous les couples de la salle et de ce qui va se passer grâce à vous ce week-end, tous les divorces à venir. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Voilà, et merci de m'avoir conforté dans mon célibat. Depuis 20 ans, qu'est-ce que je suis heureux. On va allumer la salle, si vous voulez bien. Il n'a vraiment rien compris. Exactement. C'est pour ça, je suis journaliste, André.
dans le genre échec pédagogique, alors pour moi, c'est la totale. Hein. Et c'était fait exprès pour vous provoquer parce que je voudrais tendre la perche à ceux qui ont encore mieux Parce qu'en compris. vérité, ce que la vie m'a appris, alors il y a des exceptions individuelles, mais quand même, on est entre adultes, on peut le dire. On est quand même plus heureux à deux que tout seul. Ça, c'est très important. Ça, on prendra une deuxième heure pour en Il parler. y a des exceptions individuelles, mais donc, mon propos n'était pas du tout de condamner les couples. D'ailleurs, je suis convaincu que les femmes, surtout, qui sont là, parce que les hommes, ils ont toujours du mal à comprendre ce genre d'histoire, mais savent très bien que ce que j'ai dit, en vérité, c'est un éloge du couple. Évidemment. Mais une suspicion sur la passion amoureuse. Voilà. Donc, si c'est la passion amoureuse qui vous intéresse, bah, surtout ne vous mariez pas, restez célibataire. C'est pour ça. Mais il se trouve qu'on est quelques-uns dans cette salle à rêver de mieux. Et merci de le partager. Et nous l'avions bien reçu, ne vous inquiétez pas, j'adore provoquer. Je vais vous envoyer dans un instant, m'a-t-on dit, la catchbox. Alors, on m'a dit qu'elle était, je ne sais pas où, elle est là, très bien. Cher André, ils ont le loisir dans la salle de vous poser toutes les questions. Il nous reste 9 minutes, 8 minutes. Mesdames et messieurs, qui prend la catchbox pour commencer? Première question. Ici, bonjour madame. Je vous invite à vous présenter, cher Orit. Bonjour, je suis Orit Suleiman, Talent and Values. Tu peux parler un peu plus près de la box, s'il te plaît. Voilà. C'est pas élégant, mais ça fonctionne comme ça. Ok. J'ai l'impression que pour concilier manque et bonheur et satisfaction dans le travail, il y a la notion de flow qui a été développée par un de vos confrères au nom imprononçable, Mihaly Csikszentmihalyi, je ne sais pas exactement, et qui fonctionne pas mal. C'est cette tension qu'on arrive à avoir dans le travail entre le faire et ne pas arriver à faire, mais avoir envie de faire, où on s'immerge complètement dans une difficulté et on arrive ensuite à obtenir, enfin c'est une tension. Voilà, donc dans le travail, j'ai l'impression qu'on arrive à concilier manque et satisfaction. Dans le couple, est-ce que vous connaissez quelque chose de ce type? Moi, tout ce que j'ai vu jusqu'à là, c'était un petit peu de la perversion narcissique ou de l'emprise exercée de l'un sur l'autre. Merci beaucoup. Donc, je voudrais remercier Orit qui a relancé le débat pour 3 heures. André. Oui, il faudrait beaucoup de temps. D'abord, ce que je crois, c'est qu'on n'a pas le choix. Souvent, les gens croient qu'il faut choisir entre Spinoza et Platon. Mais je vous mets au défi d'avoir de l'appétit si vous êtes incapable d'avoir faim. C'est la même pulsion alimentaire. Et donc, nous sommes programmés pour le manque. Et au fond, c'est tant mieux, ça fait marcher le business. Si vos clients ne manquaient de rien, vous ne serez pas vos clients. Ils viennent acheter chez vous les produits qui leur manquent. Si vos collaborateurs ne manquaient pas d'argent, ils ne seraient pas vos salariés. Simplement, l'expérience prouve qu'on court ordinairement après quelque chose qui manque et qu'on se réjouit de quelque chose qu'on fait. Et ce qu'on trouve dans la notion de flow, notamment, c'est ça, c'est le vrai bonheur, c'est le bonheur en acte. C'est le bonheur de faire. Là, parlant des entrepreneurs, je sais que je suis bien placé pour être compris, pour le coup. Vous savez, on dit, tout le monde dit, on a raison, que le bonheur n'est pas dans l'avoir. C'est vrai. Il ne suffit pas d'être riche pour être heureux. Il peut suffire d'être très pauvre pour être malheureux. Il ne faut pas non plus l'oublier, ça. Mais c'est vrai, le bonheur n'est pas dans l'avoir. Mais il n'est pas non plus dans l'être, contrairement à ce que prétendent certains gourous. Nous sommes si peu de choses. Et pour si peu de temps. Je ne vais pas me contempler le nombril ou l'âme ou l'ego pendant 3 plombs et me dire « je suis, j'existe, quel bonheur ». Moi, ma thèse, c'est que le bonheur n'est pas dans l'avoir, il n'est pas non plus dans l'être, il est dans le faire. C'est ce que j'appelle le bonheur en acte. Le seul vrai bonheur, c'est le bonheur d'agir. Et on peut le trouver au boulot, comme on peut le trouver en faisant de la course à pied, en jouant du piano, en écoutant de la musique, en faisant l'amour. Et donc, la meilleure chose dans l'amour, c'est l'amour qu'on fait. Tant que le couple fait l'amour, j'ai envie de dire que l'essentiel est sauf. Et tant pis pour les célibataires. Vous inquiétez pas, il n'est pas malheureux. Merci, Orit. Autre question, peut-être. Alors, tu peux l'envoyer là-bas? Christophe, merci beaucoup. Hop, waouh. Bravo, là. Ça, on sent la petite passe en arrière chez les Becs de Lièvre. On est bon en rugby. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Guy Rouleau. Je suis certainement le plus ancien dans cette salle. Alors, on va passer à plus jeune, pardon. Voilà. C'est ce que j'allais suggérer.
Plus exactement, est-ce que vous ne pensez pas que dans toute forme d'entrepreneuriat, il y a une forme de narcissisme? C'est-à-dire avoir une idée, avoir confiance en soi, aller jusqu'au bout, ce qu'on va appeler un narcissisme normal. Et puis après, on va vers le narcissisme pathologique, qui là dépasse ça, qu'on trouve beaucoup en politique en ce moment. On a dit qu'on ne parlait pas de politique. Oui, on a dit. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a deux nuances là-dedans? Merci pour la question. Alors, ne confondez pas le narcissisme et l'amour de soi. L'amour de soi, c'est bien. D'ailleurs, c'est écrit dans les évangiles, qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, ça suppose qu'on s'aime soi-même. Le narcissisme, ce n'est pas le fait de s'aimer soi, c'est le fait d'aimer l'image de soi qu'on imagine dans la tête des autres. Une amie psychiatre me disait un jour assez joliment, les gens ne savent pas s'aimer eux-mêmes. Ils sont beaucoup trop narcissiques pour ça. Et donc, pour être entrepreneur, il faut effectivement s'aimer soi-même, et ça c'est très bien, comme pour être heureux, il faut mieux s'aimer soi-même, mais tel qu'on est. Et s'aimer soi-même en acte, non pas se contempler le nombril ou l'ego, mais s'aimer soi-même en train d'agir, sans avoir besoin d'être admiré par les autres, sans avoir besoin, c'est ça que j'appelle le narcissisme, de soigner son image sous le regard d'autrui. Ça existe aussi, hein, le manager narcissique, oui, ça existe, mais ce n'est pas pour moi les meilleurs, parce qu'ils vont dépenser tellement d'énergie pour séduire qu'ils en oublieront de faire leur vrai métier. Et pourtant, Dieu sait, dans les entreprises, on en rencontre de plus en plus. Alors, Dieu le sait peut-être, mais pas tout le monde ici. Et comme on ne l'a pas invité, merci en tout cas de votre témoignage. Cher André, c'était la dernière question pour cette séquence. Pardon. Oui, il y a Carlos qui attend à la porte. Hein. Notamment. Alors, la porte est un peu loin. Non, mais en fait, c'est surtout qu'on a un emploi du temps avec une richesse énorme d'intervenants. Cher André, on repart avec quel mot? Quelqu'un a demandé sur le groupe, et c'est quoi que je dois dire à ma femme pour mon prochain 14 février? La plus grande cause de joie dans ma vie, c'est que tu existes et que tu es ma femme. Merci. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée. Mesdames et messieurs, André Comte-Sponville, votre invité. Merci, cher André. Bravo. Merci de nous avoir offert cela. Oui, je vous en prie. Et évidemment, vous pouvez inviter André pour votre dîner de Saint-Valentin l'année prochaine aussi, si vous souhaitez un médiateur. Voilà. Merci, on leur accompagne encore une fois, André Comte-Sponville, s'il vous plaît.